Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez voter pour mon groupe Anonymous Bastards pour le Summerside 2025. Lien en description et en haut. Merci beaucoup. Quand un elfe meurt, il part dans les cavernes de Mandos. Là, il attend. Mais si je vous disais que l'un d'entre eux au moins est revenu? Si je vous racontais son histoire? Eh oui, on va parler de Glorfindel aujourd'hui. Mais avant, je vous annonce en vidéo que ce week-end, le 8 et 9 février, je serai au festival Yggdrasil à Lyon en compagnie de Galethorn, le Tropper et Maître Thibaut. Si vous êtes chaud, je vous invite à venir nous y rencontrer, discuter, passer un bon moment. Tout ça dans un festival vraiment sympa. Merci. Et à l'épisode maintenant. Dans les temps anciens, alors que Valinor resplendissait sous la lumière des deux arbres, un enfant naquit parmi les Noldor. Coiffé d'un or pur qui reflétait l'éclat de l'auréline, son nom fut Glorfindel. Et dès ses premiers jours, il a été une vision de lumière et de grâce parmi son peuple. Il a grandi sous le ciel de l'Occident, contemplant les merveilles des Valar et la sagesse de ceux qui avaient vu les étoiles avant l'aube du monde. Pourtant, même dans le pays béni, l'ombre du destin s'étendait sur les Noldor. Lorsque Fëanor, consumé par son orgueil et par sa colère, appela les siens à l'exil, la grande armée des elfes se mit en marche. Mais tous ne partirent pas le cœur léger. Parmi ceux qui suivaient Turgon, prince de la maison de Fingolfin, se trouvait Glorfindel. Il ne marcha jamais sous les bannières de Fëanor par soif de vengeance, ni par désir de conquête, non. Son âme n'était pas animée par le feu de la rébellion, mais par la loyauté qu'il portait à Turgon, son seigneur et parent. Quand le massacre d'Alqualondë souilla les rives de Valinor, lorsque le sang des Teleri fut versé par les mains des siens, Glorfindel détourna les yeux, le cœur brisé par la folie de ses semblables. Il ne leva pas son épée contre ses frères marins, et dans le tumulte de cette nuit fatale, il sentit le poids du serment de Fëanor peser comme un fardeau sur tous ceux qui avaient fui et choisi le terrible exil. Les navires furent brûlés à Losgard par Fëanor. Vous savez ce que ça présage, on l'a déjà vu. Alors, à travers les plaines de glace de l'aile Caraxé, sous les vents mordants du nord, Glorfindel marcha aux côtés de Turgon, endurant les épreuves de l'exil avec un courage silencieux. Il ne maudit ni les Valar ni la terre qu'il quittait derrière lui, mais il jura dans le secret de son cœur qu'il n'abandonnerait jamais la lumière qu'il portait en lui, une lumière qui un jour percerait les ténèbres mêmes du destin. Les années passèrent et la destinée de Glorfindel s'enracina au cœur d'un royaume caché, un joyau dissimulé par de hautes montagnes, loin de l'ombre de Morgoth. Turgon, guidé par un rêve des Valar, bâtit une cité d'une splendeur incomparable. Gondolin, la ville blanche et radieuse, dressée comme un champ d'espoir contre les ténèbres grandissantes du nord. Et parmi les seigneurs qui gouvernaient cette forteresse cachée, nul n'était plus aimé que Glorfindel, seigneur de la maison de la fleur d'or. Sous ses ordres, ces guerriers se paraient d'armures scintillantes sous le soleil, et leurs bannières brillaient telles des champs de fleurs sous une brise estivale. Il était un chef juste, noble, à la parole douce et aux bras puissants. Les Gondolindrim le respectaient pour son courage, pour sa sagesse, mais plus encore pour la lumière qu'il portait en lui. Une lumière née d'un âge ancien, une lumière datant d'avant la chute des deux arbres. Il avait connu la paix de Valinor et il la désirait à nouveau en son cœur. Dans la splendeur de Gondolin, Glorfindel trouva un calme semblable à cette paix. Il parcourait les rues pavées de blanc, observant les enfants elfes rire sous les fontaines chantant.
et il levait les yeux vers les tours d'ivoire qui défiaient le ciel. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce calme, que cette paix ne durerait pas, car même la plus belle des cités ne pouvait échapper à la volonté du destin, et dans les ténèbres lointaines du nord, l'œil de Morgoth cherchait toujours et encore leur refuge. Car Morgoth, depuis toujours, était terrifié par le seigneur Turgon. Nirnaeth Arnoediad, les larmes innombrables. Voilà un nom qui fait trembler les elfes, pleurer les hommes et rendre les nains silencieux. Lorsque la bataille des larmes innombrables éclata, les peuples libres s'étaient rassemblés en un ultime espoir. Sous les étendards des Noldor, des Edain et des nains, une grande armée marcha contre Morgoth. Turgon, jusque-là resté dans le secret et la paix de Gondolin, fit une chose que nul n'aurait imaginé et que nul n'avait prévu en fait. Il mena ses guerriers à la guerre. Et parmi eux chevauchait Glorfindel, sa chevelure dorée illuminant le champ de bataille comme un rayon d'Aman parmi les ombres. Lorsque les trompettes sonnèrent la charge, il fut parmi les premiers à fondre sur l'ennemi. Son épée scintillait dans la mêlée, traçant des arcs de lumière contre la noirceur des armures des orques. Aux côtés d'Ecthelion, seigneur de la fontaine, il tailla un chemin sanglant à travers les légions de Morgoth, ouvrant un passage pour que les forces de Turgon puissent se frayer un chemin dans le chaos de la bataille. Mais ce qui avait commencé comme un glorieux assaut devint bientôt un carnage insoutenable. La trahison des Orientaux fit s'effondrer l'armée de Maedhros et les armées de Morgoth, innombrables, impitoyables, se refermèrent sur leurs adversaires. Fingon, au roi des Noldor, tomba sous les coups de Gothmog, seigneur des Balrog. La victoire devint un rêve brisé et le champ de bataille ne fut plus qu'un charnier où le cri des mourants se mêlait au ricanement des serviteurs du Noir ennemi du monde. Alors, il ne restait plus qu'à fuir. Sous les ordres de Turgon, Glorfindel et Ecthelion menèrent les survivants vers le col de Sirion, protégeant les flancs de la retraite contre les hordes déchaînées de Morgoth. À chaque instant, il risquait d'être submergé, mais Glorfindel tenait bon, sa lame traçait des éclairs dorés parmi les ténèbres, nul n'osait l'affronter. Turgon et son peuple parvinrent à s'échapper, et Gondolin resta inviolée encore un temps. Mais Glorfindel savait. Il savait qu'il ne pourrait plus se cacher éternellement. Morgoth n'oublierait jamais les larmes innombrables. Et un jour, il enverrait les ombres ramper jusqu'aux portes même de leur cité cachée. Dès lors, Glorfindel n'eut plus jamais de paix en Gondolin. Il arpentait les rues, préoccupé par l'ombre de Morgoth qui, chaque jour, se faisait plus étreignante autour de Gondolin. Il savait en son cœur que l'heure était proche où le destin de Gondolin se jouerait. Gondolin allait tomber. Ses tours d'argent brillaient encore dans l'ombre du brasier qui consumait la cité cachée, mais déjà la splendeur des Noldor n'était plus qu'un souvenir perdu dans la fumée. Les cris des blessés résonnaient contre les parois de la vallée de Tumladen, et les flammes, attisées par le vent de la désolation, grimpaient haut dans le ciel noir. Glorfindel menait les survivants. Son manteau était déchiré, son armure cabossée, mais son regard restait ardent et aiguisé. Il les guidait à travers les passes secrètes, évitant les patrouilles de Morgoth, marchant sans relâche vers un espoir aussi fragile qu'une étoile perçant la nuit. Mais alors qu'ils atteignaient Cirith Toronath, le redoutable col de l'Aigle, l'ombre les rattrapa. Des hurlements résonnèrent dans les gorges et des silhouettes maléfiques émergèrent des ténèbres, des orques nombreux, affamés de sang et de vengeance. À leur tête, un fléau se dressa, immense et terrible. Un Balrog, démon de feu et de malice, né des tréfonds du monde, portant en son sein la haine ardente de son maître. Fëanor était mort des griffes de ces monstres. Fingon avait péri sous leurs coups. De nombreux autres Eldar n'étaient plus à cause de ces monstres. Les exilés tremblèrent. Certains se retournèrent et partirent en criant d'horreur. Mais Glorfindel, lui, Glorfindel ne trembla pas.
Il savait que nul ne pourrait fuir si le monstre n'était pas arrêté. Il savait que ceux qu'il protégeait, des enfants, des vieillards, les derniers vestiges de la grandeur de Gondolin, périraient si lui ne se dressait pas entre eux et le chaos. Alors il s'avança, son épée en main, et un silence tomba sur les montagnes. Le monde semblait retenir son souffle. Le Balrog le regarda et ils se jaugèrent, deux forces opposées. Lumière contre ombre, flamme dorée contre feu de destruction. Ce fut la plongée. Le monstre frappa et la roche trembla sous son fouet de flammes. Glorfindel esquiva, rapide comme un éclair. Il bondit, sa lame fend dans l'air, frappant la peau noire du démon. Ils luttèrent sur ces falaises vertigineuses, leur combat ébranlant le col, faisant rouler des pierres dans des abîmes insondables, rappel du danger auquel les deux combattants faisaient face. Mais le Balrog était puissant, il fit claquer son fouet et le brasier mordit la chair de l'elfe. Glorfindel chancela, mais son regard ne faiblit pas. Dans un ultime assaut, rassemblant toute sa force, il plongea sa lame dans le cœur du monstre. Le Balrog rugit. Ses ailes de fumée se déchirèrent et il bascula en arrière. Et dans un dernier geste de rage, son fouet s'enroula autour de Glorfindel et tous deux basculèrent dans le vide. Un silence tomba sur les montagnes. Puis un cri déchira le ciel. Thorondor, seigneur des aigles, descendit des hauteurs, ses ailes vastes comme un orage. Il fendit l'air, plongea dans l'abîme et remonta, tenant dans ses serres le corps frêle et sans vie de l'elfe. Glorfindel était tombé, mais dans une gloire sans pareille. Les exilés pleurèrent et ils élevèrent pour lui un cairn, là, sur la montagne. Et tandis que les années passèrent, l'herbe y poussa, douce et dorée, et des fleurs s'y épanouirent, lumineuses comme les cheveux de celui qui avait offert sa vie pour que d'autres puissent vivre. Et c'était là la fin de Glorfindel, héros remarquable parmi les elfes. Tous chanteraient encore très longtemps sa gloire. Mais là où le monde des vivants s'efface, un autre royaume s'étend, silencieux et hors du temps. Les salles de Mandos, voilées d'ombre et de murmures, elles accueillaient les âmes des elfes tombés dans la grande guerre contre Morgoth. C'était un lieu d'attente, où la douleur du passé pesait comme une brume éternelle, où les âmes se souvenaient, méditaient et parfois attendaient sans fin. Glorfindel, dont le sacrifice résonnait encore dans les chants des exilés, traversa ces lieux. Mais son séjour ne dura pas, car il n'était pas un Noldor comme les autres. Il n'avait pas pris part au serment funeste de Fëanor, ni au massacre fratricide d'Alqualondë. Son exil avait été un choix de loyauté et non d'ambition. Et plus que tout, il avait combattu le mal avec une abnégation si pure que même les Valar, dont le cœur est insondable, ne purent ignorer son mérite. Alors Manwë, le seigneur des vents, lui accorda une grâce rare. Il fut rappelé, non pas comme une ombre errante ni comme un esprit condamné à la quiétude de Valinor, mais réincarné entièrement avec une force et une lumière accrues. Le feu de son âme, trempé dans l'épreuve du sacrifice, brûlait d'une nouvelle ardeur. Désormais, il était Glorfindel le purifié, porteur d'un pouvoir que nul parmi les Eldar n'avait connu avant lui. Il demeura longtemps à Valinor parmi les siens, marchant à nouveau sous le souvenir de la lumière argentée et dorée de Telperion et Laurelin, gravée dans l'éclat du soleil et de la lune. Il était respecté non seulement parmi les Eldar, mais aussi parmi les Maiar, ces esprits immortels qui servaient les puissances d'Arda. Car Glorfindel, bien qu'incarné, était de leur stature à présent. Son âme avait franchi une épreuve que peu auraient pu endurer. Parmi ces esprits, un en particulier le prit sous son aile. Olorin était son nom. Il était discret et humble. Ce Maia possédait une sagesse sans égale et portait en son cœur un amour profond de la terre du milieu et de ses peuples. Il savait que l'ombre ne s'éteignait jamais complètement, qu'elle revenait toujours sous d'autres formes, plus subtiles, plus insidieuses. Alors il enseigna à Glorfindel l'art de percevoir au-delà du visible, de sonder les cœurs et de guider sans toutefois imposer. Ainsi, le Seigneur Doré apprit bien plus
que la guerre et la puissance. Il apprit la patience des âges, la douceur d'un conseil murmuré au vent, la nécessité de l'espérance même dans les ténèbres les plus épaisses. Mais ce temps de quiétude ne devait pas durer, évidemment. Un jour, un appel traversa les mers. La terre du milieu était à nouveau en péril, et l'ombre d'un ancien mal grandissait à l'est. Il était temps pour Glorfindel de penser à revenir, non plus en tant que simple guerrier, mais en tant que messager de la lumière, porteur d'un savoir ancien et d'une force que Morgoth lui-même avait tenté de briser en vain. Le Seigneur doré s'apprêtait à fouler de nouveau la terre des mortels. Et lorsque les Vandaman soufflèrent sur les eaux argentées de Belegaer, ils portèrent en eux un destin ancien, un serment silencieux fait au peuple libre. Car Manwë avait parlé, et les Valar avaient décidé. Glorfindel allait revenir. Son voyage à travers la mer fut retour et renouveau. Il n'était plus simplement un seigneur des Eldar, mais un être baigné de la lumière des puissances, un esprit renforcé par son passage à travers la mort et la rédemption. Pourtant, ce n'était pas la gloire qu'il cherchait. Son rôle était plus subtil, plus caché, car les ténèbres qui couvaient à l'est du monde demandaient plus qu'une épée éclatante et une vaillance brute pour être combattues. C'est ainsi que Glorfindel mit de nouveau le pied sur la terre du milieu, sous un ciel pesant, dans un âge où les ombres s'allongeaient à nouveau. Si son arrivée est sujette à débat parmi les sages, 2 dates se disputent la vérité. Peut-être accosta-t-il en l'an 1200 du Second Âge, alors que Sauron, sous une apparence encore séduisante, gagnait la confiance des peuples de l'Ouest. Peut-être arriva-t-il plutôt en 1600, l'année même où l'anneau fut forgé, où Barad-dûr se dressa dans toute sa sombre majesté et où Celebrimbor, le dernier des artisans de l'ancienne Ostineville, s'apprêtait à tomber sous les lames des serviteurs de l'ennemi. S'il arriva en cette seconde époque, alors ce fut un monde en flammes qui l'accueillit. Eregion brûlait, les cavaliers noirs parcouraient déjà les terres sauvages, et les armées de Sauron écrasaient tout sur leur passage. Là où jadis s'élevaient des tours elfiques et des cités resplendissantes, ne restait plus que des ruines et des cendres. Mais Glorfindel n'était pas venu pour mener une armée contre un roi guerrier, non. Son rôle était plus profond, plus caché. Alors que les Ithrin Luin étaient envoyés vers l'est, plongés dans des missions mystérieuses dont nul ne connaîtrait jamais l'issue, Glorfindel fut destiné aux terres de l'ouest. Son devoir était de guider Gil-galad, dernier haut roi des Noldor, et Elrond, jeune mais puissant seigneur d'Imladris, dans la lutte contre l'ombre. Là où d'autres se seraient jetés dans la bataille, Glorfindel œuvra différemment. Il était un flambeau dans l'obscurité, un conseiller dont la sagesse et la clairvoyance préservèrent bien des cités de la ruine. Il traversa les terres d'Eriador, veillant sur les royaumes naissants, offrant des conseils aux rois des hommes, fortifiant des alliances fragiles. Lorsqu'Elrond entreprit la construction de Foncombe, Glorfindel fut l'un des piliers de ce havre de paix, un refuge contre la nuit qui s'abattait sur le monde, et évidemment c'est là qu'il vécut. Mais son pouvoir, bien qu'immense, restait voilé. Car il n'était pas juste un elfe revenu d'outre-mer, non, il portait en lui une flamme plus ancienne, une lumière tissée des mêmes fils que les Maillards eux-mêmes. Pourtant, ce n'était pas son rôle d'éblouir ou de régner, il était un bouclier silencieux, une lame cachée, un souffle de Valinor dans un monde qu'il avait presque oublié. Les livres d'histoire ne chantent pas son nom aussi haut que ceux de Gil-galad ou d'Elendil et même d'Elrond, mais dans l'ombre des batailles et des décisions cruciales, toujours Glorfindel était là. Un gardien de la lumière, un veilleur intemporel, un écho de la puissance d'Aman sur la terre des mortels. Les siècles passèrent, et la lumière des elfes pâlissait peu à peu en terre du milieu. Un à un, les grands parmi les premiers-nés quittèrent ces rivages. Certains par la mer, s'abandonnant aux champs lointains de Valinor, d'autres en tombant au combat, sacrifiant leur immortalité à la défense d'un monde qui leur échappait. Finalement, il ne resta plus que quelques figures éparses de l'ancienne sagesse. Galadriel, majestueuse et insaisissable, reine d'un domaine crépusculaire. Celeborn, son époux, énigmatique mais attaché à ses terres tout aussi mourantes. Elrond, le gardien d'Imladris, las du poids des âges et de la douleur des adieux. Et Círdan, le plus ancien,
le dernier veilleur des havres gris, témoin des départs sans retour. Mais parmi eux, il y en avait un autre. Il y avait aussi Glorfindel. Contrairement aux autres, il ne s'était pas replié dans des sanctuaires comme Imladris, la Lorien ou comme les Havres Gris. Là où beaucoup se détournaient des affaires du monde, Glorfindel se tenait encore parmi les hommes, prêt à lever l'épée lorsque l'ombre s'étendait trop loin. Ainsi, lorsque le Nord s'embrasa et que Langmar déchaîna ses légions contre les royaumes d'Arnor, Glorfindel ne resta pas dans les collines paisibles de Foncombe, non. Il mena les armées elfiques dans la dernière grande guerre du Nord, chevauchant en tête de ses guerriers lumière d'or sur un champ de désolation. À Fornost, là où les ruines de l'antique majesté des hommes se dressaient encore, contre le vent glacé, les forces des Dúnedain et des elfes affrontèrent les spectres des orques et du roi sorcier. La bataille fut terrible, mais lorsque la marée noire se brisa sous les coups des alliés, le seigneur de la sorcellerie prit la fuite. Ce fut alors que survint un moment qui resta presque un âge entier gravé dans l'histoire. Eärnur, prince de Gondor, ivre de fureur et de victoire, s'élança dans la poursuite du spectre. Mais une main sage se posa sur son épaule et une voix impérieuse s'éleva. « Ne le poursuis pas, car si son destin m'est caché, il est certain que ce n'est pas de la main d'un homme qu'il mourra. » Ce furent les paroles de Glorfindel, et elles portaient le poids du destin, non, plus encore, d'une prophétie. Là, au crépuscule d'une bataille mémorable, fut scellée la prophétie qui devait se réaliser 1000 ans plus tard, lorsque non pas un homme, mais une femme et un hobbit porteraient le coup fatal au roi sorcier d'Angmar sur les champs du Pelennor, Éowyn de Rohan et Merry de la Comté. Après Fornost, Glorfindel devint une ombre parmi les terres de l'Ouest. Peu de récits mentionnent ses actions dans les siècles qui suivirent. Mais les grandes âmes ne se taisent jamais vraiment. Là où des complots sourdissent, où des fléaux grandissent, son regard perçant se dirige. Il veillait sur les routes de Foncombe, sur les alliances fragiles entre les royaumes des hommes, sur le doux équilibre qui régnait entre l'ombre et la lumière. Car même si l'histoire l'oublie parfois, Glorfindel n'était pas seulement un capitaine des elfes. Il était l'un des derniers remparts d'une grandeur éteinte, un éclat de Valinor dans un monde voué aux ténèbres. Dans les temps de péril, alors que l'ombre de Sauron grandissait et que les terres libres chancelaient sous sa menace, Elrond ne pouvait envoyer que les plus grands parmi les siens pour retrouver le porteur de l'anneau. Et parmi eux, un nom brillait plus que les autres, Glorfindel. Son pas était léger et rapide, car il marchait entre deux mondes, sa présence aussi tangible dans le visible que dans l'invisible. Les spectres de l'anneau le redoutaient, il connaissait sa force, car son âme avait traversé la mort et contemplé les splendeurs immortelles de Valinor. Face à un tel être, même eux hésitaient. Et c'est ainsi que, sans être entravé, il parcourut les terres sauvages et finit par retrouver la trace du porteur de l'anneau. Dans une clairière baignée par la lumière du couchant, il trouva Frodo, le frêle hobbit, exténué et blessé, entouré par Aragorn et de ses compagnons hobbits. Dès qu'il posa son regard sur le petit être, Glorfindel comprit. Il savait que ce hobbit d'apparence insignifiante portait sur ses épaules le poids du monde entier. Sans perdre une seconde, il le fit monter sur son cheval à Sphaloth et lui murmura une seule injonction. « Ne t'arrête pas, peu importe ce que tu entends, ce que tu ressens, fonce vers Foncombe. » Le vent se leva et les ténèbres s'épaissirent autour d'eux. Un mot rapide, promis, sur le point du film de 2001. On dit que Frodo voit Glorfindel entouré de lumière car il vit dans les deux mondes et a contemplé l'or de Valinor, ça c'est vrai. Pourquoi Arwen dans le film elle brille du même éclat? Elle est née en terre du milieu, elle est plus qu'à moitié elfe et à peine, et n'a jamais contemplé la lumière de Valinor ni même vécu la moitié de ce qu'a vu Glorfindel. Elle devrait pas briller. Même si c'est joli, elle devrait pas briller. Désolé. D'abord une vibration dans l'air, puis un cri venant d'un monde sans lumière, puis surgissant des ombres, les Nazgûl. Ils étaient 9, les cavaliers noirs, et la terre elle-même tremblait sous le poids de leur malédiction. Leurs chevaux fendaient la nuit, portés par une seule volonté, capturer le porteur de l'anneau et le ramener à leur maître. Frodo sentit un froid s'infiltrer dans ses os, une peur sourde monter en lui.
Mais Asphaloth n'attendit pas. D'un bond puissant, le cheval de Glorfindel s'élança, rapide comme la lumière du soleil sur l'eau, insaisissable comme une brise d'été. Les 9 hurlèrent et le poursuivirent, leurs formes sombres se fondant dans la nuit. Le hobbit, accroché à la crinière d'Asphaloth, sentit les eaux du gué de la Bruinnan sous lui. Il avait traversé. Il était en sécurité. Mais un étrange feu s'était allumé en lui, une force inconnue. Peut-être né de l'anneau, peut-être un sursaut d'orgueil. Il se retourna, il fit face à l'ennemi, et d'une voix fragile mais déterminée, il défia les Nazgûl. « Vous ne me prendrez pas. Retournez dans les ténèbres d'où vous venez !» Et à cet instant, Glorfindel arriva. Le seigneur elfe se dressait sur la rive, son regard d'or flamboyant, sa présence irradiant une lumière qu'aucun œil mortel ne pouvait pleinement saisir. Même Frodo, avec l'œil tout aussi voilé qu'il pouvait l'être, percevait la lumière de Glorfindel. Il leva la main. Et son pouvoir, tel un éclat d'étoile, traversa le monde visible et invisible. Les spectres hésitèrent, reculèrent. Puis les autres Foncombres rugirent. Déchaînées sous l'ordre d'Elrond et de Gandalf, elles s'abattirent sur les cavaliers, les emportant dans une furie blanche et écumante. Glorfindel ne bougea pas. Il regarda les ténèbres être balayées. Et une fois encore, il sut que son rôle dans cette guerre ne faisait que commencer. Après la fureur et la course effrénée du gué de la Bruinnan, Glorfindel accompagna le porteur de l'anneau jusqu'à Foncombe, où les pouvoirs d'Elrond et de ses guérisseurs se déployèrent pour soigner le hobbit. Mais le répit ne pouvait être que de courte durée. Une décision devait être prise, et c'est ainsi que le conseil d'Elrond fut imaginé. Dans les salles de pierre et de lumière de Foncombe, les grands du monde se réunirent, hommes, elfes, nains, porteurs des derniers espoirs d'un monde vacillant. Glorfindel siégeait aux côtés d'Elrond et de Gandalf, son regard d'or brillant d'une sagesse acquise bien avant que les hommes ne marchent sur la terre du milieu. Il n'était pas un roi ni un seigneur de renom, mais il était une force immuable, une colonne vertébrale au sein de cette assemblée. Les meilleurs conseils elfiques, en fait. Il parla, non avec ostentation, mais avec la clarté d'un être qui avait vu les âges succéder, qui avait contemplé Valinor et marché dans l'ombre de la mort. Il évoqua Tom Bombadil, cet être hors du temps, et prophétisa sur son indifférence face à l'anneau. Il exposa avec une lucidité implacable les chemins qui s'ouvraient à eux, pesant chaque conséquence et chaque péril. Au premier abord, c'est lui qui suggéra l'exil de l'anneau dans les profondeurs de la mer, un abîme insondable où nul ne pourrait jamais le retrouver. « Les flots l'emmèneront à jamais et l'enfermeront ici », déclara-t-il. Mais Gandalf, celui qui avait marché avec lui et à Valinor et étudié sous le nom d'Olorin, leva la main et l'arrêta. « Les mers ne sont pas éternelles. Ce monde change et évolue. Ce qui est perdu aujourd'hui peut ressurgir dans 1000 ans. Et lorsque nos héritiers auront oublié ce danger, c'est là qu'il le sera le plus dangereux. » Glorfindel inclina la tête. Il connaissait la clairvoyance du pèlerin gris et il l'accepta. Puis vint la question de la communauté de l'anneau. Les regards se tournèrent vers lui, un tel être, un elfe qui marchait entre les mondes, un guerrier qui avait fait tomber un Balrog. Ne serait-il pas un atout inestimable pour les marcheurs? Mais Gandalf, encore une fois, trancha la question. Non, trop grand est son pouvoir, trop éclatante est sa lumière. L'œil le verrait de trop loin. Une telle force attirerait l'ombre au lieu de le fuir. Glorfindel acquiesça sans amertume ni regret. Il savait que cette guerre ne se gagnerait pas par la seule puissance, mais par la ruse, par la persévérance d'un hobbit insignifiant aux yeux des grands. Ainsi il demeura en arrière, comme un phare inébranlable dans la tempête, prêt à protéger les terres libres jusqu'à la fin de cette ère. Lorsque la guerre embrasa la terre du milieu et que l'ombre de Barad-dûr s'étendit sur les peuples libres, Glorfindel demeura une énigme. Il ne figura pas parmi les héros célébrés, ni sur les champs de bataille où les rois tombèrent, ni dans les chants composés par les bardes. Mais ceux qui savaient devinaient son ombre et sa marque dorée. Un gardien silencieux, une force invisible veillant sur les siens. Il était un être trop ancien pour se mêler aux conflits éphémères des mortels, mais trop noble pour rester indifférent. Peut-être parcourut-il les terres en secret, protégeant les derniers refuges elfiques, chassant les horreurs laissées par Sauron dans son sillage. Peut-être se tint-il sur les collines, les yeux tournés vers l'est, scrutant la dernière bataille avec la patience d'un être qui avait vu des âges entiers se consumer. Pour ma part, j'aime le rôle que Glorfindel prend dans la campagne de la bataille pour la Terre du Milieu 2, l'érigeant en défenseur du Nord aux côtés de Glóin, père de Gimli. Ensemble, ils ont défendu Foncombe. Ensemble, ils ont marché
Non, vous savez quoi? Installez le jeu et allez faire cette campagne, elle est vraiment sympa. Où trouver le jeu? laterredumilieu.fr, il y a un lien en description. Et c'est gratuit. Un petit coucou à Elrohir. Mais quoi que fussent ses occupations, il survécut. Lorsque le couronnement d'Elessar marqua l'aube du 4e âge, Glorfindel rejoignit la compagnie d'Elrond pour assister au mariage du roi. Dans les splendeurs de Minas Tirith, sous les bannières claquant au vent et les feux d'or illuminant la cité blanche, il vit le début du monde des hommes. Et il sut que son temps était révolu. Comme Olorin avant lui, sa mission touchait à sa fin. Il n'y eut pas de bataille épique pour clore son histoire, ni de dernier affrontement glorieux, seulement un départ. Comme le long coucher d'une étoile ancienne, non comme l'explosion d'une supernova, comme l'a pu l'être la fin de Fingolfin, de Fëanor, ou même de Théoden chez les hommes. Peut-être que quand les derniers navires appareillèrent de Midland, embarqua-t-il avec Elrond, Galadriel et les porteurs de l'anneau. Peut-être fut-il l'un des derniers elfes dorés à fouler la terre de Beleriand engloutie, à sentir la brise salée des mers de l'Ouest sur son visage éternel, avant que les voiles ne se gonflent pour la dernière traversée. Ou bien resta-t-il encore un peu, errant sous les cieux pâlissants de la terre du milieu, veillant sur les ruines elfiques, supervisant le nettoyage des derniers vestiges du mal, jusqu'au jour où même lui ne trouva plus de raison de demeurer, lassé d'une vie si longue et de vivre dans un temps qui n'était plus le sien. Mais une chose, une seule, est certaine. Lorsque la lumière de Valinor l'accueillit et que les derniers rivages de la terre du milieu disparurent derrière lui, un âge s'acheva, et avec lui, un éclat d'or incandescent s'éteignit pour toujours en terre du milieu, qui devait être le domaine des hommes. Merci d'avoir suivi l'épisode. On se voit à Yggdrasil les 8 et 9 février. N'hésitez pas comme d'hab à me soutenir sur Tipeee et tout ça si vous pouvez vous le permettre. Et je vous remercie d'avoir suivi. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!